Donc, les médecins de santé scolaire qui sont là peuvent reconnaître qu'est-ce qu'on a fait pour la prévention et la prise en charge de l'obésité en milieu scolaire. On a fait le tour de l'Algérie, on a fait le centre, on a fait l'Est, on a fait l'Ouest, on a fait le Sud et on a terminé notre action par un guide de santé scolaire sur l'obésité et qui est donc à la disposition de tous les médecins de la santé scolaire. Pour ceux donc qui ne l'ont pas eu, peuvent donc s'adresser à Madame Bousmaha. Elle est là avec nous. On est ravis qu'elle soit là avec nous pour avoir des explications. Et je pense que le projet, et qu'il soit même mis au niveau du site du ministère de la Santé scolaire pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir sous forme papier. Voilà. Donc, c'était un peu pour résumer que même en l'absence de chiffres, on avait déjà commencé une action. Pourquoi on l'a commencé? On l'a commencé justement par le constat qui a été fait au niveau du bilan de la santé scolaire. Ça veut dire que l'alerte, donc, elle a déjà été lancée au niveau quand même en troisième position. Et donc, c'était vraiment une alerte, d'accord, pour la sous-direction. Et Madame Bousmaha nous avait sollicité justement pour faire donc un plan d'action, c'est-à-dire au moins un début de plan d'action, la formation des médecins de la santé scolaire sur la prise en charge de l'obésité et le surpoids surtout, et parler de la prévention. Donc, c'est comme ça vraiment qu'on a démarré notre travail. Donc, si je suis vraiment contente aujourd'hui parce que finalement, ce qui a été donc retrouvé comme résultat sur les bilans donc, de la santé scolaire, on voit que ça ressort aujourd'hui sur cette enquête-là, sur la wilaya d'Alger. On est quand même sur une prévalence de 13%. Mais honnêtement, j'aimerais bien savoir quand même la prévalence du surpoids qui est très importante parce que pour nous, autant que pédiatres, et pour toutes les personnes qui prennent en charge l'obésité, savent très bien que la prise en charge de l'obésité, une fois installée, elle est difficile. Le marche arrière est difficile. Donc, pour le surpoids, on peut faire beaucoup de choses et j'en suis sûre qu'on aura les résultats puisque probablement il y aura d'autres journées. Donc, si on veut faire des plans d'action, autant donc qu'un pays, donc en Algérie, un pays en voie de développement, vous voyez que la prise en charge, il faut avoir des moyens qui sont lourds et coûteux. Alors, autant choisir un moyen que nous avons, que nous connaissons et qui est bien instauré au niveau du ministère, qui est la prévention. Travailler sur la prévention. Donc, je vais beaucoup parler justement de la prévention. Alors, dans la prévention, nous avons deux niveaux. Nous avons au niveau donc d'une prévention primaire dans la population générale, c'est surtout donc la sensibilisation. Et nous avons une prévention donc secondaire, c'est une prévention qui va aller sur des populations cibles, sur des populations qui ont des facteurs de risque. Alors, donc, c'est vraiment le rôle même de ce médecin de la santé scolaire, puisque on est dans un milieu qui fait du dépistage en milieu scolaire et on ne peut pas mieux tomber que ce milieu de la santé scolaire pour identifier ces facteurs de risque. Pour identifier ces facteurs de risque, on va aller déjà sur un dossier médical de cet enfant. Et ce qui est extraordinaire dans la santé scolaire, et j'ai toujours dit à Madame Bousmaha que nous avons un bijou entre nos mains, parce que cet enfant, on le voit déjà à partir de l'âge de 5 ans. D'accord? Déjà en préscolaire, on a déjà un contact avec cet enfant, on a un dossier médical et on va répertorier tous les antécédents de cet enfant-là, à commencer par les antécédents familiaux d'obésité, à commencer par le poids de naissance. Vous savez très bien que le petit poids de naissance, le gros poids de naissance est un facteur de risque. La précocité du rebond d'adiposité, et là, je pense qu'on va beaucoup parler de la PMI qui va avoir vraiment un rôle important. Et bien sûr, un enfant, donc à partir de l'âge de 8 ans, qui commence à avoir un IMC au-delà de 97e percentile, donc il va être identifié comme un enfant qui a donc un facteur de risque. Ça passe pas?
Qui est sur l'écran. Ah, très bien. D'accord. Alors, voilà, donc là, j'ai un peu résumé tous les facteurs de risque que vous pouvez avoir. Les facteurs périnataux, on ne peut pas vraiment, ils sont incontournables, ces facteurs-là. Vous avez les facteurs génétiques, le facteur d'environnement, je pense que vous l'avez bien vu aujourd'hui dans l'enquête, que l'environnement est en train de changer, d'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. L'obésité parentale et les facteurs psychologiques. Alors, première étape donc, dans cette démarche donc, de prévention, il faut aller sur le dépistage. On est en train de parler à nos collègues médecins de santé scolaire, on va parler du dépistage, comment on peut profiter de leur expérience et de leur travail en milieu scolaire. C'est justement, ils sont en contact avec cet enfant-là à partir de l'âge de 5 ans. On ne peut pas, en 2024, ne pas calculer l'IMC d'un enfant. Ça fait partie des éléments nutritionnels. L'évaluation de l'état nutritionnel d'un enfant, il va sur un poids, sur une taille, une courbe de croissance pondérale, une courbe de croissance staturale et le calcul de l'IMC. Donc ça, c'est vraiment un b.a.-ba qu'on demanderait aux médecins de la santé scolaire. Ce n'est pas la grande science qu'on est en train de demander. Calculer l'IMC de façon systématique. Je suis très contente que le carnet de santé donc, ait été renouvelé parce que dans ce carnet de santé actuellement, nous avons aussi les courbes de l'IMC. C'est quelque chose donc d'excellent pour nous. On ne peut pas voir un enfant en milieu scolaire sans demander le carnet de santé de l'enfant, même si vous avez son dossier médical, apprenez à calculer poids, taille, IMC et les mettre sur les courbes au niveau de vos carnets de santé. Lorsqu'on a fait la formation de l'obésité avec les médecins de la santé scolaire, on a beaucoup parlé de ce carnet de santé et on a dit que c'est le seul qui va nous permettre d'identifier l'obésité, le retard statural, le retard pondéral, tout ce que vous voulez. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous allez être sur des courbes et ça va vous donner des profils de croissance, des profils nutritionnels sur lesquels vous allez réfléchir. Donc, votre rôle, il est plus que crucial, il est incontournable. Calculez votre IMC, ça va vous permettre d'année en année suivre l'évolution. Donc, si on fait un bon travail, on n'arrivera pas à l'obésité. Si je vois cet enfant à l'âge de 5 ans, ça veut dire que je vais le repérer au moment où il va augmenter sur l'IMC, c'est-à-dire à la phase de surpoids. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. On a dit que la prise en charge est difficile. Repérer ces enfants au début de l'augmentation de l'IMC. J'insiste pour dire l'IMC, ce n'est pas le poids. D'accord? C'est toujours poids par rapport à la taille. Ce n'est pas un poids que vous réfléchissez seul. Vous réfléchissez un poids par rapport à la taille, ça veut dire l'IMC. Donc, c'est incontournable. Vous devez calculer votre IMC. Ce n'est pas quelque chose de difficile. À la différence de l'adulte, pour l'IMC de l'enfant, comme pour le poids, comme pour la taille, nous avons besoin de courbes de référence qui vont nous dire est-ce que cet enfant il est sur la plage normale, est-ce qu'il est en surplus, est-ce qu'il est en dessous des courbes normales. Donc ça nous permet de faire le suivi et de repérer le début, donc le surpoids, repérer le rebond d'adiposité. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la PMI, puisque le rebond, il se voit donc avant l'âge de 6 ans. Et si on veut faire des actions, il vaut mieux les faire déjà à ce moment-là. Et ça va nous permettre, bien sûr, d'instaurer des mesures préventives. Donc, vous voyez que ça va démarrer du dépistage. Ce dépistage, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'adresse aux médecins de la santé scolaire parce que l'enquête donc les intéresse directement, mais vous avez tous les médecins, c'est-à-dire le pédiatre, il peut faire ce travail, tous les centres de santé, la PMI, d'accord? Donc tout le monde est concerné donc par ce dépistage-là. Une fois que je dépiste, qu'est-ce que je fais? Donc je peux aller, ça dépend du niveau de ce que j'ai retrouvé. Est-ce que c'est le surpoids? Est-ce que c'est l'obésité? Je veux aller sur de la sensibilisation, je peux aller sur la prévention, je peux aller sur une prise en charge si l'obésité est déjà installée. Et tout ça va être fait de façon organisée. Façon organisée, ça veut dire que le premier concerné, c'est les parents de l'enfant. Donc, vous allez faire
de l'information, de la sensibilisation auprès de ses parents. Mais ce médecin-là qui travaille avec ses parents, c'est un médecin qui lui-même a été formé. D'accord? Ça veut dire que je ne vais pas parler avec un médecin qui n'a aucune connaissance sur l'obésité et qui va parler, par exemple, de régime restrictif. D'accord? Donc, le médecin lui-même, il est formé pour donner la bonne information aux parents. Donc, ça, c'est très important. Faire de l'éducation sanitaire, on est dans l'objet même de la médecine santé scolaire, puisque dans leur rôle, il y a le dépistage, ils ont l'éducation, d'accord, sanitaire, et ils ont donc le troisième volet qui est la vaccination. Donc, nous avons vraiment tous les éléments si on veut faire de la prévention et de l'éducation sanitaire. Et bien sûr, dans cette éducation sanitaire, c'est vraiment la promotion de cette activité physique. On est très content aujourd'hui qu'au niveau des écoles maintenant, nous avons une activité physique qui vient d'être organisée puisque nous avons des éducateurs physiques. Avant, c'était l'enseignant qui faisait des petits mouvements uniquement aux enfants. Mais maintenant, on voit qu'il y a carrément un programme sur l'éducation physique. Ce programme-là, il peut être amélioré, il peut être discuté avec les éducateurs pour avoir des objectifs de perte de poids, puisque la population cible qui est surpoids, obésité, peut-être qu'il faudra discuter avec cet éducateur physique pour que cet enfant-là puisse avoir un programme un peu spécifique pour ne pas qu'il soit stigmatisé, pour ses capacités, quand il a donc une obésité qui est sévère, il n'a pas toutes les capacités pour faire toute l'activité physique, ça veut dire qu'on va aller avec lui progressivement. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire déjà au niveau de l'école. Mais au niveau de l'école, c'est vraiment chapeauté par le médecin de la santé scolaire. Donc, on a parlé de tout ça. Les objectifs, donc, dans cette prévention, finalement, nous sommes sur une obésité, si vous êtes d'accord, sur une obésité commune. Peut-être que ça n'a pas été dit dans l'enquête. On n'est pas du tout dans l'obésité secondaire. Le fléau, il est sur l'obésité commune. L'obésité commune, c'est un déséquilibre entre dépenses énergétiques et entre les apports énergétiques. Donc, on va essayer un peu d'équilibrer cette balance-là en diminuant les apports énergétiques, en favorisant donc les fruits et légumes et diminuer toutes les boissons et alimentations énergétiques et aller sur l'augmentation des dépenses sur l'activité physique, qu'elle soit structurée, qu'elle soit en loisir. N'oublions pas qu'on parle d'un enfant. On n'est pas en train de parler d'un adulte. Un enfant de 5 ans, vous n'allez pas vraiment aller sur l'activité sportive structurée. On va lui demander de bouger, de bouger. Vous savez que les enfants bougent. Il faut juste les encourager à bouger. Donc, on est quand même sur une spécificité sur l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer en milieu scolaire, déjà sur un état des lieux, sans demander à avoir beaucoup de moyens, on peut déjà proposer des choses. Voilà. Il faut savoir déjà que l'école, c'est l'endroit clé pour la prévention du surpoids et l'obésité, puisque tous les enfants sont scolarisés. Donc, idéalement, c'est de travailler en stratégie, établir une stratégie. Il va falloir réussir cette stratégie à condition qu'il y ait une action intersectorielle qui est incontournable. Alors, quand on a fait le guide obésité, on a eu de longues discussions avec Madame Bousmaha et on lui a fait toucher du doigt que c'est très beau ce qu'on a fait. On a travaillé, on a fait un guide, mais dans ce guide-là, elle a vu d'elle-même qu'il y avait plusieurs acteurs. C'est-à-dire que le médecin à lui seul, il a beau d'avoir de la bonne volonté, mais il ne va pas vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de secteurs qui ne dépendaient pas de la santé, beaucoup d'actions qui ne dépendaient pas de la santé. Donc, il fallait vraiment qu'on réfléchisse sur une action intersectorielle et j'espère qu'au niveau du ministère, ils seront donc à l'écoute pour essayer de travailler dans l'intersectorialité. Donc, il faut aussi que la cohérence soit vraiment importante entre établissement dans lequel travaille ce médecin de la santé scolaire et le programme de santé avec les moyens qui sont mis à notre disposition. Donc, vous voyez que le médecin de la santé scolaire, il va avoir quand même un très grand rôle, le rôle du coordonnateur, vraiment c'est important. Il va coordonner toutes les actions du programme de prévention du surpoids et de l'obésité. Ça fait partie de ses actions. Ça fait partie de son rôle. Donc là, on est très content parce qu'il est sur l'éducation sanitaire. Formation, on a dit que
On ne peut pas demander à un médecin qui n'a absolument aucune connaissance sur l'obésité et le surpoids d'aller donc donner des conseils et prendre en charge. Donc la formation, elle est très importante. On sait que le fardeau est important pour le médecin de la santé scolaire. Ils ne sont pas très nombreux pour la population de 12 millions d'enfants pour faire de l'éducation sanitaire. Donc pourquoi pas ne pas former leurs assistants autant qu'éducateurs pour donner des messages et les aider. Établir donc les différents programmes de promotion de l'alimentation saine au sein de l'établissement et donner un peu, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment des propositions, d'accord? Laisser un peu de liberté à ces établissements, c'est-à-dire avoir un projet commun et des objectifs qui sont communs, mais après, sur les idées de faire, on peut leur laisser la liberté de travailler avec les UDS pour donner des projets dans les écoles. Au contraire, peut-être ça peut même faire euh, des compétitions entre différents projets et voir un peu quel est le projet, le meilleur projet présenté pour l'élève. Pourquoi pas? Ça permet un peu d'encourager les équipes pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Accompagner donc les enfants dans l'acquisition d'un mode de vie sain, donc ça c'est très important. Et pour cela, nous avons besoin d'organiser des journées de sensibilisation pour les parents d'élèves. Et je pense que ça se fait déjà au niveau des écoles. Honnêtement, lorsqu'on a fait la tournée sur l'Algérie avec les médecins de la santé scolaire, je vous assure qu'on a été émerveillés par les modèles qui nous ont présentés sur leur travail dans l'éducation sanitaire pour la promotion de l'activité physique, de l'alimentation saine. Il y avait quand même des choses qu'ils ont fait. Je pense qu'il faut les valoriser, hein, et il faut vraiment aller sur des projets qui sont donc sous l'égide du ministère de la Santé pour qu'on donne de la valeur à leur travail. L'abord des thèmes, il doit être réalisé avec délicatesse, c'est très très important. Ne pas stigmatiser ceux qui sont en surpoids ou obèses. Il va falloir respecter les différences culturelles et sociales, ça c'est important. Ne pas mettre les enfants en situation inconfortable entre les valeurs promues dans leur famille et les recommandations de l'école. Et je pense que vous avez vu donc dans la première vidéo qui a été lancée, Wurgla n'a pas été choisie comme ça. Wurgla, elle a été choisie quand on a été faire la formation en santé scolaire et le gros problème sur lequel on était confronté, tous les médecins de la santé scolaire nous ont dit que on était confronté à ce que la fille ne fasse pas d'activité sportive et que tous les parents demandaient une dispense. Et c'était une réalité. On a essayé de voir le pourquoi. C'était clair dans la tête des parents. Soit vous donnez la dispense, soit que cette fille ne sera pas scolarisée. C'est juste pour vous dire qu'on est sur un terrain socioculturel. C'est pas parce qu'on l'a choisi et on n'est pas là pour le débattre. On est là pour trouver des solutions, d'accord? Et l'idée de Madame Bousmahal était excellente parce que moi-même, je n'ai pas pensé du tout. Et pour elle, elle a dit, peu importe, on peut trouver des solutions. Vous voulez qu'il y ait des activités sexe féminin, il n'y a pas de problème. Et elle fait même l'accord au niveau de l'inspection du sport, de la jeunesse et sport, pour préparer des salles pour les filles, pour faire leur activité. Nous, on veut des résultats. On ne peut pas changer les mentalités, c'est pas possible. On a toujours dit que l'Algérie est un pays continent. On n'est pas là pour changer ce n'est pas de nos prérogatives de changer quoi que ce soit. On veut juste accompagner ces élèves à arriver à faire donc leur activité physique. Et on a eu un gain de cause. Moi, je suis très contente. Madame Bousmahal est allée très loin. Elle a dit pour les filles que les parents ne les laissent même pas faire, même si c'est une salle avec un entraîneur femme et tout ça, ben faites votre vidéo et coach en ligne. Faites votre activité physique, c'est-à-dire essayez de trouver des solutions. Quand il y a des freins, on est là pour trouver des solutions. On n'est pas là pour débattre les mentalités des personnes. Là, on ne va pas s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment important. Avoir le droit de regard sur la restauration et proposer des menus attractifs. Ça, c'est important. Répondant au goût des enfants. Vous savez que maintenant, la plupart de nos écoles sont dotées de cantines. D'accord? Et le gros problème auquel on a été confronté, c'est qu'on a appris que ces cantines-là, c'est des menus qui sont préparés par le ministère de l'Intérieur
et que le médecin de la santé scolaire n'avait pas vraiment le droit de regard. Donc là, on s'est dit, il y a problème. Il faut vraiment intégrer ce médecin de la santé scolaire, un diététicien, pour débattre les menus en fonction un peu de ce que, en général, comme ça, qu'est-ce qui peut être donné pour un enfant et pourquoi ne pas choisir 2 à 3 menus attractifs. La formation nutritionnelle est obligatoire dans le programme scolaire, théorique et pratique. Effectivement, dans nos écoles, on a été loin. On a même regardé ce qui se passe. On a cherché un peu les livres des élèves et on a vu les programmes nutritionnels qu'il y avait. On a vu que les programmes étaient très intéressants. Mais le gros problème chez nous, moi je l'ai fait avec mes enfants, c'était apprendre par cœur. Ils ne savaient même pas ce qu'il apprenait. Pour lui, c'était pour avoir le 10. Donc même dans la tête des mamans, elle va apprendre à son enfant ce programme de nutrition, c'est pour avoir le 10 sur 10. Mais après, on le laisse de côté. Pourquoi? Parce que c'est fait de façon théorique. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas proposer des ateliers à ces enfants, les faire participer à ces programmes, lui demander de faire un projet dans la nutrition, présenter ce projet sur le plan pratique et lui faire toucher du doigt ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, il y a des choses qui sont installées, mais d'une façon un peu tordue. On peut avoir le droit de regard et travailler avec le ministère de l'Éducation. Faire participer l'enfant à la préparation du repas, c'est possible. Et là, on va parler des écoles privées. Beaucoup d'écoles privées le font. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Moi, j'ai eu l'expérience avec mes enfants. Honnêtement, c'est très bien parce qu'à chaque fois, ils leur proposent donc une recette et les enfants vont participer dans cette recette et on va aller plus loin, leur donner la valeur nutritionnelle de cette recette. Ils font même carrément donc une vignette de la recette qu'ils ont préparée et ils ont toutes les valeurs nutritionnelles des nutriments et des aliments qu'ils ont mis à l'intérieur. Je pense que c'est quelque chose de faisable et de réalisable. Agir sur la collation nous pose d'énormes problèmes. Je pense que Mme Bouchaïd vous l'a clairement dit. Ça, je pense que c'est un drame sur lequel on doit agir très, très vite. Et je pense que l'éducation va beaucoup nous aider. Personnellement, j'avais proposé qu'il y ait un règlement interne qui est donc proposé aux parents d'élèves à la rentrée pour dire voilà, pour la collation, voilà ce qui est autorisé, voilà ce qui n'est pas autorisé, mais à condition d'avoir déjà réuni les parents, faire des séances de sensibilisation. D'accord? Encourager l'enfant donc à prendre de l'eau, l'activité physique, je pense qu'elle est vraiment incontournable. Aller sur l'activité physique à l'école et pourquoi pas l'activité physique aussi en dehors de l'école. L'activité physique en dehors de l'école, elle a plusieurs bienfaits. Pas seulement sur le surpoids et l'obésité, mais aussi sur tous les effets néfastes de la société, hein, pour un peu attirer l'attention de ces enfants et ces adolescents pour ne pas aller ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Il faut vraiment qu'il y ait une implication communautaire avec la participation des élèves. Il faut vraiment faire participer l'élève à ce projet-là, impliquer les autres partenaires, communes, partenaires externes. Les communes, ils doivent s'impliquer sur l'amélioration de la restauration et la création donc d'espaces quand même conviviaux pour les enfants. Cette action-là ne doit pas être ponctuelle. C'est une action qui doit s'inscrire dans la durée si on veut avoir des résultats. C'est pas parce qu'on a fait une journée d'éducation, ça veut dire qu'on a réussi. Il faut vraiment que ça soit inscrit dans le temps. L'adolescent est une problématique à part entière déjà par le profil de sa personnalité. Rajouter une maladie chronique, rajouter l'obésité, ne vous attendez surtout pas à ce que cet enfant-là, lorsque vous le convoquez à l'UDS, il va venir vous voir. Vous devez vous rapprocher de lui et faire un plan d'action avec lui parce qu'on doit tenir compte de son profil psychologique. Vous avez un très grand rôle à jouer en deuxième partie sur la prévention primaire. La prévention primaire, ça veut dire dans la population générale, allant de la préconception, le gain du poids pendant la grossesse, l'allaitement maternel qui est donc incontournable, la diversification qui doit se faire correctement. Au-delà de 2 ans, il rejoint donc le repas familial, il rejoint le repas familial. Le rôle des parents, il est incontournable puisque à la maison déjà, on a établi le lien sommeil-obésité qui est très important et on sait que maintenant nos enfants changent carrément d'hygiène de vie
il veille et donc c'est un facteur de risque pour l'obésité, la promotion de l'activité physique et la promotion d'habitudes alimentaires saines. L'école est la deuxième maison de cet enfant, donc vous avez vraiment beaucoup à faire sur la sensibilisation et l'apprentissage sur l'alimentation saine et l'activité sportive. Voilà. Les institutions également, ils ont un rôle puisqu'on a dit que si on veut avoir une action, il faut travailler en intersectorialité. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs secteurs qui peuvent travailler avec nous. Voilà. La publicité, elle a un très grand rôle. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer que la pyramide, elle a complètement changé au niveau des publicités, puisqu'on va sur les boissons énergétiques, sur les sucreries, et on va laisser tout ce qui est bon aux fruits et légumes et tout. Vraiment, il y a eu le changement de cette pyramide. Donc, on retient que le dépistage donc, est notre seule alternative pour le moment, vu les moyens que nous avons. La prise en charge de proximité, elle est très importante. La prévention primaire, elle est importante. Alors, pour conclure, la prévention de l'obésité chez l'enfant est l'affaire de tous. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement la santé scolaire, c'est tout le monde. C'est un changement de comportement de société. Nous avons plus de 12 millions d'enfants qui sont scolarisés. Gagner le combat pendant l'enfance, ça reste un bénéfice inestimable sur l'obésité et ses complications à l'âge adulte. C'est une mission difficile, mais qui n'est pas impossible, qui va nécessiter la prise de conscience de tous et on doit agir ensemble. Beaucoup de secteurs qui sont concernés, mais il faut quand même avoir de la motivation pour ce faire. Merci.